Merci Madame la Présidente. Avant d'aborder la question électorale, résultats, scénarios, perspectives d'avenir, je ferai deux observations préalables. C'est une question que je me posais depuis quelques années, pour ne pas dire quelques décennies. J'avais posé aux constitutionnalistes la question suivante. Comment est-ce qu'ils ne vivent pas une angoisse intellectuelle en discutant, en analysant un texte qui est en décalage avec la réalité, un texte constitutionnel? Donc, est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Sachant que, entre le texte, même celui le plus avancé, celui de 2011, ce décalage existant entre un texte juridique et la pratique politique réelle. Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Et les différents spécialistes relevant du droit constitutionnel ou de sciences politiques raisonnent comme si on est dans une démocratie. Et là, le péché originel réside là. Alors, on est dans quelle situation? J'avais fait présenté cette thèse dans une communication à Grenade en 2005. Je l'ai soumise à mon ami Najib il y a quelques mois. J'avais soutenu, nous sommes dans quelle situation politique? Dans cette étape historique. Sommes-nous dans une dictature? Non. Parce qu'il y a des embryons de liberté. Sommes-nous dans une démocratie? Non. Parce qu'il n'y a pas les 5 ingrédients, à part l'accumulation, en plus de l'accumulation historique, les 5 ingrédients de la démocratie telle qu'elle se pratique en Occident, à savoir les libertés individuelles et collectives, des élections libres et transparentes, alternance, séparation du pouvoir, le tout dans un espace, dans un cadre qu'on appelle l'état de droit. Nous n'avons pas ni aucun des 5. Nous avons des embryons de chacun, mais pas les 5. Sommes-nous dans une transition démocratique? Nous le disons depuis 1975. La science de transitologie dit que pour prétendre qu'on est dans une situation de transition, il y a un cap, il y a des étapes. On ne peut pas rester éternellement dans une transition démocratique depuis 1975. Donc, il y a un moment, il faut passer à l'objectif, c'est-à-dire l'objectif à savoir passer à une démocratie réelle et respectant le texte constitutionnel. Ces préalables étant posés, deuxième préalable, c'est que, avec la première observation, c'est que peut-on analyser la situation politique au Maroc avec le prisme de l'arsenal juridique de Sciences Po, de la littérature de sciences politiques, conçu, concocté dans les démocraties occidentales. Je ne dis pas que, moi je pense, dans la mesure où il y a le système politique est sui generis, spécifique, il faut que nos constitutionnalistes, nos politologues, nos théoriciens, nos philosophes puissent travailler pour construire et élaborer un arsenal conceptuel pouvant rendre compte de la réalité du système politique marocain. Revenons à nos élections. Donc, étant ces deux préalables, constituer un cadrage, un balisage pour pouvoir comprendre le système tel qu'il se présente, tel qu'il fonctionne, et les élections telles qu'il se déroule chez nous depuis des listes. Donc, quels sont les éléments, quelles sont les caractéristiques qui ont jalonné le scrutin du 7 octobre? 1. Une abstention ahurissante, même si les 57% paraissent pas très importants, mais si on rajoute les 19 millions, c'est-à-dire on rajoute plutôt les 10 millions de non-inscrits, parce que la population en âge de voter c'est 26, 10 non-inscrits, à peine 16 millions qui ont été inscrits, donc non-inscrits plus les abstentionnistes, ça fait 19 millions de citoyens marocains qui ne se sentent pas concernés par l'acte électoral. C'est-à-dire à peine 7 millions qui participent. Alors dans les 7 millions, la majorité à peine ne dépasse pas 3,5 millions jusqu'à 4 millions. La majorité des 4 partis qui, quelle que soit leur nature, qui vont gouverner. Deuxième
deuxième caractéristique rapide, c'est une bipolarité partisane au forceps, pratiquement concoctée, préparée, et qui n'est pas réelle, puisqu'il n'y a pas de deux pôles différents par rapport aux valeurs ou au programme. Dans cette bipolarité, l'énigme qui reste, c'est le PAM. Comment se fait-il? Un parti qui passe en 5 ans de 47 à 102. Sachant que lors des élections de septembre, il avait 20%. C'est-à-dire que maintenant, il a 30% du nombre total des députés. 10% d'augmentation. Si on peut faire la comparaison avec les chiffres locaux et les chiffres. Mais 20% de voix, actuellement, il a 30% de nombre de députés sur le plan national, sur les 300 et quelques de députés. Là, le raisonnement peut être discuté au niveau des chiffres et de comparaison. 26%. Hein? 26%. Non. 26% pour ce qui est du nombre d'élus. 102, c'est presque un tiers. Le PJD, 30 et quelques pourcents. 102, ça fait à peu près un tiers. 333, oui. Ok. Donc, mais cette augmentation pose problème, interpelle, et on a vu, certains qui ont suivi, la mobilisation, les moyens colossaux qui ont été mobilisés pour que ce parti puisse atteindre le chiffre de 102. Autre remarque, le PJD progresse depuis 1986. À chaque scrutin, il progresse, depuis 1997. Autre remarque, tous les partis régressent. Autre observation, c'est que les partis traditionnels qui constituaient des contrepoids les poids lourds ont été ramenés à des poids plumes, c'est-à-dire le mouvement populaire, surtout le RNI et l'Istihlal. Autre observation sur les scores, les partis du mouvement national dépassent, avec quelques sièges, la moitié du premier parti, c'est-à-dire le PJD. Alors, dans ce champ politique en ruine, et devant ces résultats déroutants, quel scénario peut-on envisager dans la constitution d'une majorité gouvernementale? Première observation, première affirmation, il n'y aura pas de majorité gouvernementale basée sur programmatique ou de valeur. On va procéder à un bricolage entre les composantes qui existent dans le champ politique. La meilleure illustration, elle vient de tomber hier. Elle n'est pas la seule. Voilà l'exemple du RNI. Il provoque un congrès le 29 octobre pour installer apparemment Agnouche comme secrétaire, parce qu'après la démission de Mezouba. Alors qu'il n'est pas membre de Nzis Rouatani. Donc, sur le plan règlement interne, il n'a pas le droit. On va faire un congrès. Parallèlement, on fusionne le groupe RNI et Tihad Stouri pour que ça pèse dans la négociation. Certains prêtent à ce bricolage que le RNI vise l'élimination de l'UCFP et de l'Istiklal de la majorité prochaine, la majorité gouvernementale prochaine. Pourquoi? Apparemment, pour que le PAM ne reste pas solitaire dans l'opposition. Voilà le bricolage qui se fait, alors, reste à confirmer dans l'avenir. Donc, voilà le premier constat. Aucune majorité ne serait fondée ni sur des programmes, ni sur des valeurs. Malgré cela, moi je vois deux qui sont logiques, qui ont une certaine cohérence. Un, le PJD avec les partis du mouvement national. Là, c'est problématique. Il y a le nombre, puisque la majorité n'est pas très confortable. Et, deuxième problème, c'est l'UCFP qui n'est pas tout à fait, vu le rapprochement avec le PAM, pose problème pour le PJD. Voilà une hypothèse où il y a une cohérence, c'est-à-dire... Alors, quel est le critère de cohérence dans ce scénario? C'est que, si on accepte ce critère-là, c'est des partis qui sont autonomes au niveau de la décision, par rapport aux autres.
Deuxième, tout est relatif. Tout est relatif. On le sait. Tout est relatif. Deuxième hypothèse, qu'il y a une cohérence aussi. C'est envisager, puis j'y dis toujours, avec des partis traditionnels, conservateurs. Et là, ça se conçoit. C'est-à-dire, puis j'y dis, mouvement populaire, avec une coloration entre guillemets centriste, celle du RN. Et là, je conçois que cette... Et le PPR. Voilà, l'inconvénient. L'inconvénient de cette... Non, mais, pardon, je complètement... L'inconvénient de ce scénario, l'inconvénient de ce scénario, il ne m'a pas laissé terminer, j'allais y arriver, c'est que, puis j'ai dit petit sacrifié, un allié infaillible, à savoir le PPS. Voilà le seul obstacle à ce scénario, à cette hypothèse, qui est logique au niveau programmatique et au niveau des valeurs. Alors, il reste quels sont les moyens pour une perspective qui dépasse un petit peu le champ actuel par rapport à l'impasse qui prévaut actuellement. Je dois dire que personne ne prétend que la démocratie à l'occidentale sera installée demain au Maroc. Personne ne prétend cela. Mais toute la question la plus importante qu'il faut poser et se poser, est-ce que le cap de la réforme a été pris? C'est-à-dire dans le sens d'une véritable mutation, d'un véritable changement dans le champ politique, dans la culture politique et les traditions politiques. Toute la question est là, je n'ai pas de réponse, mais il semble, d'après les modalités, le climat, les conditions de déroulement des élections, je serais enclin à répondre que cette volonté n'est pas encore prise. Alors, le système a atteint ses limites tel qu'il fonctionne. Imaginez que un Marocain sur cinq qui se sont concernés par un acte électoral, par l'acte électoral. Il y a eu l'alerte en 2007, mais on a l'impression qu'on a oublié 2007. Et on ne veut pas savoir que le système a atteint ses limites et qu'il faut penser dès maintenant à un changement réel. Que faire? Alors, les observations du champ tel qu'il prévaut, c'est la perte de confiance, pratiquement, depuis au moins une vingtaine d'années. C'est un système politique qui, sans oxygène, ne peut pas marcher, c'est-à-dire sans renouvellement. Actuellement, on assiste depuis au moins 30 ans à un renouvellement que j'appelle d'une manière restrictive du système politique, c'est-à-dire une reproduction du système politique, mais d'une manière restrictive, pas dans le sens d'élargissement aussi bien sociologique qu'au niveau politique, c'est-à-dire dans la perspective de la véritable réforme. Que faire par rapport à ce champ politique et par rapport à ces résultats? Surtout éviter le scénario suivant d'imposer aux citoyens marocains un choix difficile, cornélien, entre un conservatisme nouveau, incarné par le PJD, et un néo-conservatisme exprimé par le PAN. Alors, que faire? Quelle modalité? La proposition que j'ai faite déjà dans une étude en novembre, au lendemain des élections locales et régionales, c'est, on a pu remarquer que depuis 2002, il y a un stock électoral variant entre 11 et 19 millions de citoyens, soit non inscrits, soit abstentionnistes. Et s'il y a une volonté politique, pour aller dans le sens de la réforme, on peut peut-être exploiter ce potentiel. Évidemment, pourquoi je dis cela? Parce qu'actuellement, comme on dit dans le langage marxiste, pas certain comme l'a dit Sinajib, on a même
on fuit la terminologie marxiste. Pourquoi je dis cela? Parce qu'actuellement, le politico-religieux et culturel est déterminant en dernière instance dans les comportements et éventuellement dans la réforme prévisible. Autre chose, cette réforme politique, je ne l'ai pas présenté d'ailleurs, c'est l'exemple de la fédération de la gauche démocratique. Elle est sur le plan quantitatif marginal, mais sur le plan des valeurs, elle peut être. Lorsque Sinajib dit il faut qu'on se retrouve, nous, c'est-à-dire toute la gauche, et dans nos valeurs, je pense que ce noyau peut constituer un exemple, un précédent autour duquel l'idée de la réforme, l'idée de la refonte de la gauche peut se faire. Sinon, comme je l'ai dit, les pratiques de politique politicienne peuvent faire gagner du temps, mais pour les partisans du statu quo, mais ne préparent pas l'avenir du pays. Sinon, si on ne fait pas cela, je ne personnalise pas et vous donner un exemple du système qui est... J'ai fait un article sur les élections le 8 octobre. Je l'ai envoyé à un site. D'ailleurs, ceux qui en ont reçu, le site m'a dit carrément, texto, je ne peux pas le publier. Ce n'est pas la première mésaventure. Déjà, en février-mars, à travers le Sahara, des télévisions qui m'invitent, ils se disent à la dernière minute, ou des quotidiens, ou des hebdomadaires. C'est pas la première. Je ne suis pas le seul dans cette affaire-là. Les voix qui ont des électrons libres, qui dérangent, qui sortent un petit peu de l'ambiance dominante, comme vous voyez un petit peu sur les plateaux télé, des politologues, des constitutionnalistes, qui poulaient un petit peu l'atmosphère en analysant le champ politique tel qu'il se présente, comme si on était dans une démocratie. Alors que l'analyse suppose d'inscrire le système politique dans une perspective historique, dans une dynamique historique, dans le sens de la réforme. Sinon, l'espoir de la réforme risque de se nicher pour des années encore dans les limbes. Merci pour votre attention.